Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer les idées de Peter Thiel dans son livre culte De 0 à 1. Et ce n'est pas juste un guide pour start-up, non, c'est une véritable invitation à repenser notre façon de voir l'avenir. Accrochez-vous bien parce que ça va secouer pas mal d'idées reçues. Thiel y commence direct avec cette question. Il la pose à chaque entretien d'embauche. Pourquoi ? Pour débusquer une pensée qui sort vraiment du lot. Parce que pour lui, les vraies avancées, elles ne sont jamais là où tout le monde est d'accord. Elles sont toujours ailleurs. Et voilà le point clé. Répondre à cette question, ce n'est pas juste un test de QI, non, c'est un test de courage. Le vrai défi, ce n'est pas tant d'avoir une idée de génie, c'est d'oser la défendre quand on est le seul, ou presque, à y croire. Bon, on rentre dans le cœur du sujet. Thiel nous dit qu'on se plante complètement sur la nature du progrès. En fait, il n'y a pas une seule forme de progrès, mais deux qui sont radicalement différentes. Alors, d'un côté, on a le progrès horizontal. C'est simple, on prend quelque chose qui marche déjà et on le duplique. Pensez à la mondialisation, on passe de 1 à N. Et de l'autre côté, il y a le progrès vertical ou intensif. Là, c'est la technologie, c'est inventer quelque chose de complètement nouveau. On passe de 0 à 1. L'image qu'on voit est parfaite pour ça. Si on a une machine à écrire et qu'on en fabrique 100 de plus, c'est du 1 à N. Par contre, si on a une machine à écrire et qu'on invente le traitement de texte, ça, c'est du 0 à 1. La différence est énorme. Et alors, la fameuse réponse de Thiel à sa propre question, c'est quoi ? La voici. Il pense que la mondialisation toute seule, sans nouvelles technologies pour l'accompagner, ça ne peut pas durer. Pour lui, copier-coller nos vieilles méthodes partout sur une planète aux ressources limitées, ça nous mène droit dans le mur, pas vers la prospérité. On passe maintenant à la deuxième grosse idée de Thiel. Et là, attention, c'est peut-être la plus provocatrice. Il s'attaque à un mythe, un vrai dogme de notre économie, l'idée que la concurrence, c'est forcément bien. Pour lui, c'est même tout le contraire. En gros, pour Thiel, la concurrence, c'est pour les perdants. Quand tout le monde se bat sur le même terrain, les entreprises se ressemblent, la seule variable d'ajustement, c'est le prix, et à la fin, plus personne ne gagne d'argent. Un monopole, à l'inverse, a créé quelque chose de si différent qu'il joue dans sa propre ligue. Regardez un peu ça. C'est l'exemple parfait de ce qu'il dénonce. Square a eu l'idée géniale du lecteur de cartes pour smartphone. Et immédiatement, paf, des dizaines de copies ont fleuri, avec juste une petite différence de forme ou de couleur. C'est une guerre d'imitateurs, pas d'inventeurs. Mais attention, il faut être très clair là-dessus. Thiel ne fait pas l'éloge du vilain monopole qui écrase tout sur son passage. Non, il parle du monopole créatif. C'est une entreprise qui est tellement meilleure, tellement au-dessus du lot, que personne ne peut rivaliser. Pensez à Google à ses débuts, dans la recherche. L'objectif, c'est ça. D'accord, mais comment on fait pour bâtir une boîte pareille ? Pour Thiel, tout commence par une vision claire et précise de l'avenir. Le problème, c'est qu'il pense que notre société a perdu cette capacité de planification à cause d'un traumatisme bien particulier. Pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Fin des années 90. C'était la folie des dot-com. Après une période un peu morose, Internet semblait être la solution pour un futur radieux. Tout le monde voulait sa part du gâteau, et des boîtes comme Netscape ont vu leur valeur exploser dans une sorte de frénésie collective. Et puis, padaboum, le crash. En mars 2000, la bulle éclate. La chute a été brutale, violente. Et elle a laissé une cicatrice énorme dans la tête des gens de la Silicon Valley. Une cicatrice qui a tout changé. Après ce crash, la Silicon Valley a adopté de nouvelles règles, une sorte de nouvelle Bible. Fini les grandes visions, on avance à tout petits pas, on reste lean et agile. Pour Thiel, ces leçons sont un véritable poison. Elles sont nées de la peur et elles nous condamnent à de toutes petites améliorations. Elles nous empêchent de faire le grand saut de 0 à 1. Pourtant, il y a eu une autre époque. Une époque où l'on osait voir grand. Prenez ce plan Robert par exemple. Un projet complètement fou pour redessiner la baie de San Francisco. La question n'est pas de savoir si c'était faisable, c'est de voir qu'à ce moment-là, on faisait des plans audacieux pour un avenir meilleur. Ça, c'est ce que Thiel appelle l'optimisme défini. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans l'optimisme indéfini. On est convaincu que l'avenir sera mieux, mais on ne sait pas du tout comment. On ne fait plus de grands plans. On préfère diversifier, garder toutes les options ouvertes, un peu comme un financier qui gère son portefeuille. On espère le progrès, mais on ne le construit plus. Alors comment on sort de ce brouillard ? En partant à la recherche de secrets. Pour Thiel, un secret, ce n'est pas un mystère impossible à résoudre, ni une évidence que tout le monde connaît. C'est une vérité importante sur le monde que personne, ou presque, n'a encore comprise. Et c'est là que se cachent les chemins de 0 à 1. Chaque grande entreprise est, au fond, construite sur un de ces secrets. Une vision unique du monde que les autres n'ont pas encore. Et quand on partage ce secret avec une petite équipe, on ne crée pas juste une entreprise, on crée ce que Thiel appelle une conspiration pour changer le monde.
Et tout ça, ça nous ramène à la question du tout début, mais formulée un peu différemment. Le défi que Thiel nous lance est finalement assez simple. Arrêtez de copier. Cherchez une vérité que personne ne voit. Et construisez l'entreprise de valeur que personne d'autre n'est en train de bâtir. C'est ça, passer de 0 à 1.